Combien de temps ça m'a pris pour organiser le tour du monde? Concrètement, comment je m'y suis pris? Le choix des pays, le choix de nos itinéraires, tout ça, je te le raconte aujourd'hui dans cette FAQ. Eh bien salut, moi je suis Diane, nomade en camping-car depuis 2019 et c'est à bord de Gary que je traverse l'Europe avec mes enfants. Avant ça, quelques années de semi-nomadisme et avant ça, un tour du monde. C'est ce que je te raconte tout de suite aujourd'hui. Alors il faut savoir que moi, le tour du monde, j'ai eu la chance de le faire à une époque où Instagram n'existait quasiment pas. En tout cas, c'était le tout début en France. Et je n'avais pas non plus toute cette mode de la van life, tout ce côté hyper idyllique du voyage et pas de parasitage ambiant par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je dois dire que pour moi, ce fut une chance. On s'est décidé fin mars à partir en tour du monde. Au mois de juin, on prenait l'avion. Donc autant dire que ça a été super rapide, 3 mois exactement. Et encore, ça aurait pu être plus rapide. On est parti en juin parce que j'allais voir Muse en concert à Paris et que la date était déjà actée depuis longtemps et que j'avais mes billets. Donc on n'a pas pu décaler notre voyage à cause de ça. Mais moi j'ai organisé ça super rapidement pour la simple et bonne raison que je suis déjà de base ultra organisée, ultra performante quand il s'agit de faire des choix, quand il s'agit de mettre en place des process, un suivi et d'aller étape par étape. La première chose à faire, en tout cas nous, ce qui nous avait paru évident, c'était de choisir les pays. Et là, coup de bol, on savait exactement quel pays on voulait choisir. On savait exactement quel pays on ne voulait pas et on savait aussi pourquoi. Moi, j'avais déjà visité la plupart des pays dans lesquels nous sommes retournés pour le tour du monde. Simplement parce qu'en camping-car, on voulait des pays qu'on connaissait. C'était beaucoup plus safe pour nous avec nos enfants et c'était des pays qu'on avait adorés et que je voulais redécouvrir plus longtemps. Donc en fait, on ne s'est pas vraiment emmerdé. On a choisi les pays qui nous attiraient le plus et où on savait déjà, grosso modo, comment ça allait se passer. L'Afrique du Sud, l'Australie, qu'on avait déjà fait, et les États-Unis. On a rajouté quelques petites bricoles. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de tours du mondistes que ça. Il n'y avait même que seules deux compagnies qui vendaient des billets d'avion tour du monde. La spécificité des billets d'avion tour du monde, c'est que c'est un seul et même billet qui te fait aller toujours d'est en ouest ou d'ouest en est. Nous, on est parti direction l'est. Ça avait beaucoup plus de sens pour nous, vu notre trajet. Et c'est surtout que les prix à l'époque étaient beaucoup moins chers, parce que beaucoup moins tendance, et que surtout, plus tu vas prendre des aéroports grands avec énormément de trafic, plus tu vas avoir un prix bas. C'est pour ça que, par exemple, l'Asie qui est ultra visitée, ultra bankable pour les touristes, te permet d'avoir des billets pas chers. Nous, coup de chance, coup de bol, je sais pas, on ne voulait pas l'Asie. Pour des raisons purement logistiques. Anaka était petit et avait énormément de phobie alimentaire, donc ça aurait été galère pour lui de manger. On voulait le faire aussi en camping-car. L'Asie en camping-car, on ne connaissait pas, c'est pas l'idéal, voilà. Et c'était le pays aussi qui ne m'intéressait pas à l'époque, qui ne m'attirait pas du tout. Moi, j'avais des critères bien spécifiques, le côté nature sauvage, le côté hyper safe en camping-car, le côté anglophone pour pas m'emmerder et le côté bouffe facile. Voilà, j'avais des critères simples, nets, purement adaptés à mon profil de voyage, à mon profil de famille, avec les contraintes que j'étais prête à avoir et celles dont je ne voulais pas avoir. Et ça, au départ, ça délimite un petit peu le cadre. Partant de là, c'était pas bien dur, il suffit de trouver des billets tour du monde adaptés à notre profil. Et comme je vous disais, il n'y en avait que 2, donc c'était pas très compliqué. On a rajouté des trucs après, par la suite, mais pareil, on est passé directement par la même agence qui nous a tout réservé. On avait donc vraiment les dates qui étaient déjà actées de pays en pays. On savait où on serait, à quelle date, voilà, le avant, le après, on rentre dans le pays, on quitte le pays, etc., etc.
Pareil, comme c'était des pays qu'on avait déjà visités, en camping-car, le gros avantage, c'est qu'on savait aussi vers qui s'adresser pour les camping-cars. À l'époque, c'était motorhome.com, un truc comme ça, un truc américain. Je retrouve parce que j'ai tout gardé, tous mes dossiers. Mais c'est surtout qu'en fait, on a fait avec un seul et même réserviste la location de tous les camping-cars de tous les pays. Ça nous a permis d'avoir des prix ras et pâquerettes, de pouvoir vraiment bien choisir le camping-car parce qu'on avait déjà voyagé avec eux et qu'ils étaient présents dans tous les pays où nous allions. C'était aussi une volonté de notre part de ne pas avoir de soucis logistiques par rapport à ça, de ne pas s'emmerder à avoir 1000 prestataires différents. Un seul pour les billets d'avion, un seul pour le véhicule. Il n'y a que à Hawaï, parce qu'entre-temps, on a rajouté Hawaï. Pour la petite anecdote, c'était l'époque d'Hawaii 5.0, le reboot. Hein. Et nous regardions la série et franchement, les paysages me faisaient rêver. Pour ceux qui le savent, j'ai vécu aux Antilles et à La Réunion. Et voilà, c'est des paysages assez similaires, mais Hawaï, il y a le côté pacifique, le côté américain, le côté un peu plus exotique. Donc on se dit, putain, c'est con, on va traverser l'océan Pacifique, on va peut-être faire une petite escale, quoi. Ce qui est aussi très très con, si finalement ça n'a pas été une petite escale, parce qu'on est resté plus d'un mois, sur 4 îles différentes, mais c'est que nous étions en Nouvelle-Zélande, on a fait Nouvelle-Zélande, Australie, Los Angeles, Hawaï. Hein, je crois que ça a fait un truc comme 36 heures de vol, mais comme on a passé la ligne où on change d'heure, quand je change même carrément de jour, on est arrivé le même jour avec quelques heures en plus et tout. Donc c'était assez drôle. Mais voilà, Hawaï, c'était pas du tout prévu, mais ça a été rajouté par la fin. Et d'ailleurs, ça nous a bien rajouté le prix du billet, parce qu'on n'avait pris que des grandes destinations, donc ça, c'était cool. Mais Hawaï, comme on a fait plein de petites îles à l'intérieur, plein de petits vols intérieurs, ça a été un peu plus cher pour ça. Mais bon, on ne va pas à Hawaï tous les 4 matins. Donc, ça avait été très très simple. Hein. Vraiment, l'organisation de billets tour du monde, avec qui on passe, et organisation de voyage, c'était pareil, très, très facile. C'était un peu plus compliqué, c'était les dates. Choisir quelle date faire, à quel moment, machin. On avait divisé notre temps de voyage, le nombre de pays, et tac, 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 à peu près la même chose partout. Voilà. Sauf les pays qui étaient un peu plus grands, les États-Unis et l'Australie, on a élargi le machin. Mais voilà, on a été assez pragmatique dans ce qu'on voulait. Pareil, on avait quand même quelques dates ultra réservées à l'avance parce que moi, un truc que je fais toujours quand je voyage, je regarde les vacances scolaires locales parce qu'en général, c'est un peu plus bondé. Et entre autres, en Afrique du Sud, il y avait Ado Elephant Park dans le sud de l'Afrique du Sud qui a assez souvent pris d'assaut. Il n'y a plus beaucoup de places en camp et en camping-car, tu ne vas pas où tu veux comme ça en Afrique du Sud. Donc, il fallait qu'on puisse réserver à ce moment-là dans le camp. Et malgré le fait que je me sois prise tôt, il n'y avait plus de place en camping-car. Du coup, on avait été dans un gîte. Mais bon, ça avait été assez cool dans le voyage, comme ça, de se poser de temps en temps dans des gîtes. C'était imprévu. Hawaï, forcément, on a organisé tout sur place au fur et à mesure. Là, on était en condo et en couchsurfing. Condo, c'est appart. Des résidences appart, souvent avec piscine, bord de mer, la totale, quoi. Pareil, on ne prend pas très cher non plus parce que voilà, ça reste des tarifs américains à l'époque. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais en tout cas, ouais, c'était pour y aller, ça coûte cher, mais sur place, honnêtement, c'était pas excessif. Et pareil, on avait fait Chicago parce qu'on avait terminé notre voyage, on avait fait Chicago. Et là, on avait loué directement, pareil, on a réservé un appart dans un immense tour, je crois qu'on était au 47e étage. Moi, je flippais un peu, tout vitré, le bordel et tout, on avait une vue magnifique. Voilà, il y avait ça. Si, il y a eu entre-temps aussi Vegas qu'on a organisé parce que c'était mon anniversaire, c'était Alice Cooper, tout ça. Donc là, il a fallu qu'on cale quelques dates comme ça, bien précises. Mais de manière générale, ça s'est fait super vite fait parce que moi aussi, à ce moment-là, j'avais vachement de temps, je travaillais chez moi et je mangeais midi, matin et soir sur des sites de tourisme
pour m'inspirer de parcours, de trucs qu'il y avait à voir à faire, et aussi de trucs pas du tout touristiques ou des trucs de voyageurs du monde, de trucs de l'extrême, voilà, pour avoir des idées. Peu de blogs au final, peu de personnes qui avaient voyagé, moi énormément de guides touristiques, mais pas français. Moi j'utilise beaucoup de guides américains ou british que je préfère, parce qu'il faut savoir que les guides touristiques sont adaptés à la culture du pays. Les guides français ne sont pas les mêmes que les guides américains, que les guides japonais, ou même que les guides pour italiens, européens, etc. Très très drôle, prenez un guide étranger de la France et vous allez voir la différence entre les guides français pour les Français et les guides étrangers pour les étrangers sur la France. Ça donne d'autres idées, d'autres aperçus. Et moi, je travaille beaucoup comme ça, je m'inspire beaucoup d'autres guides que les guides français. Donc, j'avais quand même une grande idée de l'itinéraire à faire. Moi, je suis ultra structurée, ultra cadrante. J'ai fait des beaux tableaux Excel avec par jour les kilomètres, ce qu'il y avait à voir, ce qu'il y avait à faire. Parce qu'on a fait comme énormément de parcs nationaux où tu rentres pas non plus comme ça. Il fallait qu'on ait la carte. Même aux États-Unis, on avait acheté la carte des parcs nationaux parce qu'on voulait faire énormément de parcs nationaux et réserver pour dormir dans les parcs nationaux. Donc, j'avais quand même énormément de travail en amont, simplement pour voir si le projet était réalisable. Les kilomètres qu'on était censé s'avaler, si c'était possible dans le temps imparti, sans qu'on soit trop fatigué, sans que ce soit la course avec les enfants et qu'on puisse en profiter. Bon, tout ce travail-là, forcément, une fois sur la route, il explose, il change, on fait du freestyle. Mais on sait que la base est réaliste. Et ça, c'est ultra important de se projeter, de dire, OK, ça, si c'est ça qui va se passer, ça va le faire, les kilomètres, ça le fera. Et même si tu changes tes plans, tu dois aller d'un plan A à un plan B, mais si tu changes vraiment tout, ça le fait. Je me souviens, aux États-Unis, on avait été, c'était une vague de froid pas possible. On était dans le Grand Canyon, sous la neige. On avait froid, on devait faire la route 66. Du coup, on est passé par la Texas. Du coup, on est passé du Grand Canyon. On est descendu bien plus bas que prévu. On était direction Tucson, au Nouveau-Mexique. Et là, 200 km plus bas, on était dans le jacuzzi, les bulles, il faisait super beau, super chaud. C'était pas prévu qu'on reste plus longtemps et on est resté bien plus longtemps que prévu parce que c'était super agréable après cette grosse vague de froid dans le nord. Et du coup, après, on a changé tout notre périple. Mais ça se fait avec les aléas du voyage. Et c'est parce que j'avais tellement bossé en amont que je savais très bien ce qui était possible de faire et de ne pas faire. Autre petite chose, nous on travaillait beaucoup, on s'inspirait beaucoup des locaux, parce que moi à l'époque, on n'avait pas internet sur nos téléphones. Oui, j'ai fait un tour du monde sans internet. Donc quand on avait besoin d'internet, c'était des cybercafés. Ouais, ça fait un peu vieux tout ça, mais ouais, et je vous explique pas, en Afrique du Sud, trouver des cybercafés, c'est pas donné, il y a un truc qui ramait, pas possible. Donc on donnait pas très souvent de nouvelles, je pouvais pas faire de... voilà, donc on avait une page Facebook, mais qu'on a alimentée vraiment tranquillement pendant le tour du monde, on l'a alimentée après. Et on n'avait pas Instagram, parce que c'était le tout début, et ça c'était vraiment super cool, parce que nous on a vécu le voyage, on n'a pas fait le voyage pour des photos, pour un feed, pour une communauté. Et ça, je vois vraiment la différence maintenant. C'est-à-dire que nous, on voyageait pour nous, pas pour partager forcément et pour montrer ce qu'on faisait. Ça, je crois que ça change aussi énormément la donne, parce que les trucs hyper bankable où tout le monde va, moi, si ça m'intéresse pas, j'ai aucun intérêt à y aller, même si c'est pour dire, ah, la photo, waouh, elle est géniale, t'as été là, on connaît, on peut en parler. Non, moi, ça marchait pas déjà avant, ça marche pas maintenant. Donc, on avait exactement des lignes directrices qui nous importaient. On savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on ne voulait pas. Donc ça, c'était aussi vachement plus agréable. Et on se fiait aussi aux rencontres, aux locaux, à ce qu'on nous disait, à ce qui était possible, aux opportunités qu'offre le voyage. Donc, il y avait une grande structure au départ, mais en même temps, quand tu cadres vachement au départ, ben, tu as tellement confiance dans ce cadre-là que tu peux, à l'intérieur, bouger à droite à gauche. Je sais que ça paraît contre-productif, mais le fait d'être vachement dans la projection permet d'anticiper ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, de savoir en fait à quoi t'attendre.
par exemple, Death Valley, on l'a fait à la limite du temps où c'était encore autorisé de pas y aller, parce que quand il fait trop chaud, Death Valley, on te dit de pas y aller. Et nous, ça allait encore, les températures, bien qu'on était dans le désert, c'était bon, mais par contre, on voulait aller au nord, et là, c'était pas possible. Yellowstone, vu le climat qu'on a eu, c'était absolument négatif. Mais ça s'est fait avec les aléas sur place. En revanche, il y a aussi comme des dates qu'on avait vachement actées parce qu'on voulait vraiment y être à certains moments, et ça, on n'y a pas dérogé. Pareil, à Halloween, à Lahaina, sur Maui, à Hawaï, c'était un truc que je voulais à tout prix faire, donc ça, on avait cadré le truc, et ça, on n'a pas dérogé. Donc voilà, il y avait des grandes lignes auxquelles on respectait, et après, là-dedans, c'était du freestyle. Mais du freestyle parce qu'on avait la confiance, parce qu'on savait, grosso modo, les pays, on les connaissait un peu, mais on les connaissait. La vie camping-car, on l'avait déjà expérimenté sur des voyages, donc, et à l'étranger, parce que conduire à gauche aussi, ça reste là. Donc, ça n'a pas été compliqué à organiser, parce que nous, on n'est pas compliqués. Voilà, je pense que ceux qui mettent 1 an à organiser leur tour du monde, c'est déjà parce qu'ils écoutent aussi des personnes qui disent moi, ça m'a pris 1 an, machin. J'ai envie de dire, tout dépend de ce que tu recherches derrière, de comment toi tu vois ton voyage, de comment tu es à l'aise avec l'imprévu, avec pas l'imprévu. Nous, on s'était dit, dans chaque pays, on fera un truc un peu waouh, mais on ne savait pas trop quoi. Voilà. À Hawaï, on s'est fait un tour d'hélicoptère, par exemple, parce qu'on voulait voir l'île du Haut. Pour avoir vécu aux Antilles, à La Réunion, je sais que c'est quelque chose qui est super beau en général, ce genre de paysage, le côté montagneux, le côté volcanique. Donc voilà, on s'est fait un truc comme ça. Bon, on s'est fait Vegas aussi aux États-Unis, ça reste quand même un truc un peu hors norme. En Nouvelle-Zélande, on s'est fait une croisière dans les fjords. Vraiment, les fjords, voilà, comme on peut les imaginer. On était sur les traces du Seigneur des Anneaux. Bref, on a eu quand même comme ça quelques grandes lignes, quelques grandes directions, mais à côté, c'était freestyle. Les opportunités, beaucoup de rencontres avec les locaux, beaucoup de aller vers les autres, et pas trop se prendre la tête pour des choses qui ne sont pas de notre ressort ou qu'on n'a pas envie. Moi, ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est ouais, regardez les réseaux pour vous inspirer, pour vous documenter, mais partez d'abord de vos envies, de ce que vous avez envie de faire. Si vous avez besoin de 2 ans pour faire votre tour du monde, dans le préparer, vous aurez besoin de 2 ans. Si vous avez besoin de 6 mois, ce sera 6 mois. Si vous avez besoin de 3 mois, ce sera 3 mois. Il n'y a pas de règle en la matière. La seule règle, c'est de se faire des pays qu'on a envie de découvrir, de savoir grosso modo où on va mettre les pieds, et de ne pas s'embarquer dans des trucs sous prétexte que ça le fait. Ouais, moi, on m'avait dit ah putain, tu fais un tour du monde, tu fais même pas l'Asie. Ben ouais, l'Asie, c'est pas des pays qui m'intéressaient plus que ça à l'époque, et j'avais des bonnes raisons de ne pas vouloir le faire, donc j'ai pas écouté ces gens-là. Voilà, cette vidéo est un petit peu longue, donc j'espère qu'elle vous aura donné un peu plus de compréhension de moi, comment j'avais organisé le truc et pourquoi je l'ai fait comme ça. Je vous invite à commenter, à poser des questions, j'y réponds toujours avec plaisir. En attendant, abonnez-vous, likez, et à bientôt. Ciao, ciao.